Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tristan Leloncker, je suis le responsable de la cellule 3. Et donc, je vais vous introduire la partie sur les victimes et puis le travail conjoint entre les opérations de OCP et les équipes d'épicentre. Comme vous le savez, MSF soigne et assiste les personnes qui sont les victimes des violences dans beaucoup de pays sur la planète. La question de l'accès aux patients reste toujours un grand challenge pour nos équipes. On cherche toujours à créer des parcours de soins pour, par exemple, les survivantes et les survivants de victimes de violences sexuelles. On essaye aussi d'organiser la prise en charge des blessés tout en maintenant la sécurité de nos équipes. Et le positionnement et notre rapport à la sécurité reste toujours en question. Et souvent, en fait, on a beaucoup de mal à documenter et à évaluer sur une base factuelle les conséquences des violences pour nos patients, pour nos équipes et pour les communautés auprès desquelles nous travaillons. Et c'est en fait pour répondre à ce type de challenge que les opérations et Épicentre ont créé ces enquêtes dont on va vous parler. En particulier la cellule des urgences que Jean-Guy à côté de moi représente, et puis la cellule 3 de Dakar que je représente. Donc je laisserai Jean-Guy un peu plus tard revenir sur l'enquête Épicentre qui a été faite à Gaza et sur son lien avec les opérations. De mon côté, moi, je vais vous présenter assez rapidement l'enquête mixte que la cellule 3 a commandée à Épicentre, je dirais pour éclairer l'ouverture de notre mission en Mauritanie. Donc la cellule 3 est basée à Dakar et on a travaillé avec Épicentre sur un concept relativement innovant qui combine à la fois un volet quantitatif et un volet qualitatif, avec la volonté d'éclairer en particulier les phénomènes de violence subis par les populations réfugiées du Mali vers la Mauritanie. Comme vous le savez sûrement, pour ceux qui suivent l'actualité, je pense que vous êtes très nombreux, le conflit au Mali a débordé sur les pays voisins, en particulier le Burkina et le Niger, et puis a généré des déplacements de population assez massifs, aussi bien à l'intérieur des pays que des phénomènes de déplacement à l'extérieur, donc des réfugiés, en particulier en Mauritanie. Donc l'escalade de la violence qui frappe les populations de l'Alliance des États du Sahel continue. Et par exemple, je peux vous citer nos équipes à Tenenkou, qui sont donc au centre du Mali, qui ont accueilli le week-end dernier une petite dizaine de blessés qui étaient victimes d'un tir de drone juste à la sortie de Tenenkou. Donc c'est une illustration un petit peu de la violence du conflit qui frappe les populations au sein du Sahel, et en particulier au Mali. Et donc c'est à la suite de plusieurs épisodes de cette nature que, au courant de l'année 2024, la cellule 3 a décidé de lancer une mission exploratoire pour évaluer les besoins des populations réfugiées du Mali vers la Mauritanie, et puis surtout mieux comprendre l'impact des violences au sein de ces populations. Donc c'est sur ces deux registres que nous avons travaillé avec Épicentre. L'enquête quantitative nous a permis d'avoir accès à des données démographiques fiables, puisque c'était quand même une grosse question pour nous. On a pu aussi avoir des données sur la couverture vaccinale, la mortalité, la prévalence de la malnutrition. Ça nous a permis de construire une forme de boussole épidémiologique à partir de laquelle on a pu baser nos activités, baser notre stratégie opérationnelle. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la partie qualitative et la capacité qu'Épicentre a eue de documenter les violences, de mieux nous les aider à comprendre le parcours des personnes réfugiées, est-ce qu'elles subissent aussi bien sur leur point de départ que tout au long du parcours qu'à leur arrivée. Et in fine, ça nous permet aussi de, bien sûr, mieux, construire la réponse et l'offre de soins pour ces personnes-là.
Et puis ça nous a aussi éclairé sur, je dirais, le statut sanitaire, les enjeux sanitaires des populations hautes dans la zone de la Mauritanie dans laquelle on travaille. Je vais passer la parole à Gaston et à Pascal, que je remercie pour leur travail et puis leur engagement, puisque tous les deux ont été avec nous en Mauritanie. Et voilà, je fais la passation. Bonjour à tous. Nous allons présenter une approche mixte pour décrire la mortalité, la violence parmi les réfugiés maliens et les populations hautes en Mauritanie, dans le département de Basse-Kounou. Depuis plus d'une décennie, la région du Sahel fait face à une crise sécuritaire et humanitaire importante. L'insécurité au Mali a occasionné les déplacements de plusieurs familles vers la Mauritanie. Les premières vagues de réfugiés sont arrivées en Mauritanie autour de 2012 et ont été principalement localisées dans le camp d'Embera. Et les dernières vagues, toujours d'actualité, ont débuté depuis le mois d'août 2023. Il se pose maintenant des défis importants pour ce qui est des réfugiés et même la communauté haute. Et la plupart d'interventions qui se passent sur terrain se focalisent plus sur le camp d'Embera. Alors, il y a eu un besoin de comprendre quelle est la situation des réfugiés qui sont en dehors du camp d'Embera. Notre objectif principal a été de décrire et de mettre en contexte la mortalité et les expériences de violence vécues à la fois par les réfugiés maliens et par la communauté haute. Et pour cela, nous avons été amenés à estimer la taille des populations réfugiées et hautes dans les départements de Basse-Kounou en excluant le camp d'Embera. Et nous avons été amenés à calculer des taux de mortalité, à analyser les causes principales de la mortalité, à analyser, examiner les différents types et fréquences d'événements violents, mais aussi d'explorer les expériences et les conditions de vie dans ces contextes violents parmi les réfugiés et aussi au sein de la communauté haute. Pour la partie quantitative, nous avons mené une étude rétrospective avec un échantillonnage en grappe à 2 degrés et nous avons eu comme cible tous les villages qui accueillent les réfugiés dans les départements de Basse-Kounou en excluant le camp d'Embera. Tous les membres des familles, pendant la période allant de août 2023 à janvier 2025, ont été pris en compte, ce qui fait une période de rappel de 17 mois. Et l'équipe GIS nous a aidé à compter tous les toits de la zone qui accueille les réfugiés. Et à partir de cela, nous avons sélectionné au hasard un échantillon de 126 grappes. Du 6 au 18 janvier 2025, nous avons pu atteindre 4511 individus dans notre échantillon provenant de 828 familles, parmi lesquelles 18,9% étaient des réfugiés. Cependant, nous avons constaté une sous-représentation des jeunes âgés de 20 à 24 ans parmi les hommes réfugiés. Pour les besoins d'estimation des populations, sur les 37 317 abris comptés par l'équipe GIS, nous avons inclus 2653 abris dans notre enquête et 17,9% d'abris appartenaient aux réfugiés. Et si nous évaluons la moyenne des personnes par abri, nous avons eu 4,5 personnes par abri pour les réfugiés et en moyenne 3,1 personnes pour la population haute. À l'issue des différents calculs que nous avons réalisés, nous avons eu une estimation des populations à 29 739 réfugiés, 692 retournés et 94 898 de la population haute.
Pour évaluer la mortalité, les taux de mortalité de notre étude étaient exprimés en nombre de décès pour 10 000 personnes par jour pendant la période des rappels. Et nous avons constaté que les taux bruts de mortalité chez les réfugiés étaient les doubles de ceux qu'on a observés dans la communauté haute. Mais lorsqu'on se focalise sur les hommes, on se rend compte que les taux chez les hommes réfugiés étaient 3 fois plus élevés que ceux qu'on observe dans la communauté haute. Cette carte représente la répartition géographique des décès, avec en vert le Mali, en orange la Mauritanie, et les cercles sont proportionnels au nombre de décès par site. Et la couleur rouge représente les réfugiés, la couleur violette représente la communauté haute. Et nous avons pu constater que les 2 tiers des décès des réfugiés ont été enregistrés pendant qu'ils étaient encore au Mali. Il est important de noter quand même que pour les décès des réfugiés, 4 décès de réfugiés sur 7 étaient liés à la violence. Ainsi, pour essayer d'analyser les événements violents, nous avons calculé des taux d'incidence de la violence qui représentent le nombre d'événements violents pour 10 000 personnes par jour pendant la période des rappels. Et nous avons eu une incidence de la violence 12 fois plus élevée dans la communauté des réfugiés comparée à la communauté haute. En termes de proportions, dans notre échantillon, 5,9% des réfugiés ont affirmé avoir vécu un épisode violent contre 0,5% au sein de la communauté haute. Il est important de noter cependant qu'il y a plusieurs qui ne voulaient même pas répondre à cette question liée à la violence. Et les taux de non-réponse étaient 3 fois plus élevés parmi les réfugiés comparés à la population haute. Cette carte représente la répartition géographique des événements violents. Et comme précédemment, en couleur verte, nous voyons le Mali, en couleur orange, la Mauritanie. Et les cercles sont proportionnels au nombre d'événements violents par site. Et la couleur rouge représente les réfugiés, la couleur violette représente les résidents et retournés. Et on peut se rendre compte que tous les événements violents rapportés par les réfugiés se sont déroulés pendant qu'ils étaient au Mali, et on sent une meilleure sécurité pour les réfugiés dès leur entrée en Mauritanie. Et quand nous avons analysé la nature de la violence, on s'est rendu compte que la violence armée a été rapportée uniquement par les réfugiés pendant qu'ils étaient au Mali. Et les cas de violences sexuelles qu'on a pu collecter provenaient de la communauté haute. Et là, je vais passer la parole à Pascal pour approfondir la composante qualitative de notre étude. Merci Gaston et bonjour à tous. Donc, pour la composante qualitative, elle a été menée dans 3 sites du département de Basse-Kounou. Donc, le choix a été guidé par les résultats de l'enquête quantitative, mais aussi avec la volonté d'avoir une diversité géographique et sociale parmi les participants. Donc, on a inclus le site rural de Marel et le site semi-urbain de Douankara, que vous pouvez voir, qui sont tous les 2 situés proches de la frontière malienne et où les communautés hautes et réfugiés cohabitent, et aussi le site d'Agor, un petit peu plus haut en rouge, où se situe un ancien camp de réfugiés et où les communautés vivent séparément. Donc, pour cette composante, nous avons mis en œuvre l'approche RAPID-PIR, acronyme d'évaluation et recherche ethnographique participative, qui consiste à mobiliser et former des chercheurs pairs issus des communautés d'intérêt pour mener la collecte de données dans leur contexte naturel et mettant à profit les relations de confiance existantes avec leurs pairs. Elle a été menée en 7 étapes. Donc, tout d'abord, nous avons formé en recherche qualitative les superviseurs de la composante quantitative, dont les compétences et sensibilités culturelles nous ont facilité l'accès aux communautés, assuré des traductions fiables et puis soutenu aussi la mise en œuvre de l'étude. Puis, à la suite d'une cartographie, nous avons mené des consultations communautaires avec les autorités, représentants et parties prenantes clés pour présenter l'étude et les solliciter pour l'identification des chercheurs pairs.
Nous avons sélectionné les chercheurs pairs parmi les personnes qui ont été nominées par ces autorités. Elles devaient répondre à des critères préspécifiés, donc adultes volontaires, sans position d'autorité. Et ces personnes ont ensuite été validées par les informateurs clés de la communauté qui n'avaient pas participé aux nominations. Puis, ces chercheurs pairs ont reçu une formation de 2 jours dans la langue de leur choix. Cette formation était interactive, adaptée à des niveaux d'alphabétisation variables et s'est axée sur la collecte de données qualitatives et ses aspects éthiques, notamment la gestion des sujets sensibles. Après leur formation, les chercheurs pairs ont mené dans leur communauté des entretiens conversationnels avec des participants choisis au sein de leurs cercles sociaux et ils ont abordé 5 thèmes clés centrés autour des événements marquants liés à la crise. Puis, les chercheurs pairs ont participé à des séances de débriefing individuelles avec l'équipe de recherche pour restituer le contenu de ces entretiens. Les séances ont été enregistrées par audio et documentées par des fiches de synthèse. Et un débriefing collectif ou individuel mené par la responsable des activités de santé mentale de MSF a été proposé afin d'aider à la gestion des émotions suscitées par les récits. Et puis enfin, les résultats préliminaires de l'étude ont été présentés pour discussion et validation par les communautés lors d'ateliers de restitution qui étaient ouverts à tous les membres de la communauté, organisés par les autorités en présence des chercheurs pairs et des représentants MSF et du ministère de la Santé. Et toutes ces activités ont été menées en environ 6 semaines. Donc, pour les résultats, au total, nous avons collaboré avec 31 chercheurs pairs qui ont mené des entretiens avec 68 participants âgés de 20 à 83 ans. Dans ces 2 groupes, la répartition était équilibrée en termes de genre et aussi de représentation, avec des participants issus des communautés, donc réfugiés touaregs, réfugiés peuls, réfugiés retournés et hôtes arabes. Les critères les plus fréquemment cités pour la sélection des participants par les chercheurs pairs étaient des relations de confiance préexistantes, une perception d'honnêteté et d'intégrité, des vulnérabilités spécifiques ou avec l'expérience d'événements marquants lors de l'exil. Donc, les récits concernant les événements avant l'exil ont décrit des attaques menées par les groupes armés en uniforme et des mercenaires, caractérisés par des violences extrêmes qui incluaient des exécutions arbitraires par arme à feu, décapitations, pendaisons, personnes brûlées vives, des corps jetés dans des fosses communes, des violences sexuelles, des actes de torture, des passages à tabac, des arrestations arbitraires et des enlèvements. Les violences décrites ciblaient principalement les hommes et les garçons, mais elles ont également révélé un acharnement particulier sur les femmes enceintes et le massacre méthodique de familles entières. Ces actes ont généralement été perpétrés en public, terrorisant les populations. Et les témoignages recueillis décrivent majoritairement des violences qui ont été observées, souvent subies par des proches, avec peu de récits de violences directes. Les violences ont également inclus le pillage systématique des biens, des destructions de maisons, de champs, de greniers, l'abattage du bétail et le sabotage délibéré d'infrastructures telles que les points d'eau. Les violences étaient souvent accompagnées de menaces répétées, une stratégie d'intimidation qui a forcé les populations à l'exil. Les fuites vers la Mauritanie ont été marquées par des départs précipités, souvent sans bien personnel, et des trajets périlleux de plusieurs jours effectués de nuit par tous les moyens, y compris à pied. Les récits rapportent des preuves de violence sur les routes, incluant des cadavres, des habitations, champs et voitures brûlées, mais surtout un risque de violence persistant jusqu'à la frontière, avec des patrouilles armées soutenues par des drones de surveillance et de nombreuses exactions comprenant des fouilles arbitraires, exécutions, viols, vols, arrestations et enlèvements. Alors, arrivant en Mauritanie, les partisans rapportent que les violences subies et observées continuent d'avoir des impacts physiques et psychologiques qui se manifestent par des pensées intrusives, des symptômes de dépression et d'anxiété, des troubles du sommeil, des comportements d'isolement social, de mutisme, d'autonégligence, ainsi que des manifestations psychosomatiques persistantes et des conséquences en santé reproductive.
On a recueilli plusieurs récits qui ont fait état d'avortements spontanés, de décès néonatal et maternels qui ont été attribués par les participants au traumatisme suscité par les violences. Les conditions de vie en Mauritanie, bien que sécurisées, restent difficiles et contribuent à alourdir la charge mentale des réfugiés. Elles sont caractérisées par une grande précarité économique liée au soutien humanitaire très limité et au manque d'accès à des activités génératrices de revenus, avec de nombreux ménages qui dépendent de dettes et de mendicité pour survivre. Il y a aussi une insécurité alimentaire, un accès limité à l'eau et aux infrastructures d'hygiène, ainsi qu'une offre de soins réduite et qui ne répond pas à tous les besoins. Les populations hautes sont également négativement impactées et rapportent un appauvrissement grandissant dû à la limitation ou l'interruption de leur activité économique, notamment agriculture et élevage, et une compétition accrue pour les ressources telles que l'eau et les soins de santé. En conséquence, les efforts de solidarité s'érodent, ce qui alimente les tensions intercommunautaires et menace la coexistence pacifique à long terme. Donc, pour résumer, notre étude révèle des disparités significatives entre les populations hautes et réfugiés, ces derniers ayant été plus exposés aux violences et victimes de morts violentes. Les participants réfugiés rapportent que les violences extrêmes subies ou observées avant ou pendant l'exil ont généré des traumatismes profonds qui sont aggravés par leurs conditions de vie précaires dans le pays d'accueil. Ces résultats soulignent l'urgence de la mise en place d'interventions multisectorielles ciblées pour répondre aux vulnérabilités et aux besoins essentiels des réfugiés, mais aussi des communautés hautes. Cela inclut des soins en santé mentale, en santé sexuelle et reproductive et à d'autres services de santé essentiels, mais aussi à l'accès à la nourriture, à l'eau, à des abris sûrs, à des moyens de subsistance et à la protection des personnes vulnérables. Par son approche participative par méthode mixte, cette étude nous a permis de quantifier, de décrire et de contextualiser les schémas de violence et de décès violents, tout en restant respectueuse des traumatismes et ancrée culturellement pour amplifier les voix des communautés. Grâce à cette approche, nous avons également pu compenser les limites méthodologiques comme la sous-déclaration ou les biais des survivants et atténuer les risques éthiques. Enfin, notre étude a pu produire relativement rapidement des données robustes pour identifier les priorités humanitaires et contribuer à la formulation de recommandations opérationnelles concrètes et de messages de plaidoyer. Nous tenons à remercier sincèrement les communautés du département de Basse-Kounou, les chercheurs pairs, les superviseurs de l'étude, nos partenaires au ministère de la Santé mauritanien et nos collègues MSF et Épicentre pour leurs précieuses contributions. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Jean-Guy, je suis chef de mission Palestine. Et je vais introduire une étude qui s'est déroulée ces derniers mois à Gaza. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire de ce conflit, mais juste deux caractéristiques qui sont importantes pour expliquer les motifs et puis les conditions de cette enquête. Donc, tout d'abord, ce conflit se déroule sur un territoire très petit que la population ne peut pas fuir. Et les violences sont très intenses, continues, et prennent la forme principalement d'obus, d'explosions d'obus. Le nombre de morts qui sont dus à ces causes violentes est publié chaque jour par le ministère de la Santé palestinien. Ces chiffres font autorité, ils sont repris par les Nations Unies et ils sont parfois contestés, mais très timidement par les autorités israéliennes. Le deuxième point, c'est les destructions d'infrastructures, les routes, les bâtiments, les écoles, les hôpitaux qui sont très fréquents. L'OMS rapporte que 94% des hôpitaux sont détruits ou endommagés. Seuls 19 sur 36 ont encore une activité médicale, souvent partielle. Et ça a encore baissé ce chiffre-là ces derniers jours. Donc l'année dernière, MSF a demandé à Épicentre de conduire une enquête à Gaza. Il s'agissait d'abord de déterminer l'impact des destructions et des déplacements répétitifs de population sur l'accès aux soins.
mais aussi d'estimer la mortalité, pas seulement pour confirmer ou pas les chiffres du ministère de la Santé, mais pour estimer la mortalité des causes non violentes, pour lesquelles aucun chiffre fiable n'était disponible. Enfin, à Gaza, chaque jour, vous le savez, les dangers sont grands. Donc une enquête classique avec des enquêteurs qui se déplacent pour aller voir des gens et leur poser des questions n'était pas possible à organiser. C'est pour ça qu'elle a été réalisée à distance, cette enquête, et sur un échantillon de population bien connu, c'est-à-dire le personnel d'MSF France et MSF Belgique et leurs familles, d'une part, et une famille qui leur était apparentée d'autre part. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la seule partie qui est à ce jour finalisée et qui concerne les personnels d'MSF France et leurs familles. Je vais passer en anglais. I'll switch now to English to introduce. Et je vais passer à l'anglais pour vous présenter Juma Younis, qui est le référent recherche opérationnelle de MSF France à Gaza, qui détient un doctorat en santé publique et avec une spécialisation sur les maladies chroniques et l'épidémiologie nutritionnelle. Il a publié de nombreux papiers ou participé à la publication de nombreuses études épidémiologiques dans ces domaines-là. Et Juma, j'espère que tu nous entends et je te donne la parole sans plus attendre. Merci beaucoup. Je vais vous présenter cette étude mortalité, morbidité, accès aux soins pour le personnel MSF et les familles à Gaza dans les ce conflit, il a démarré le 7 octobre 2023 jusqu'au cessez-le-feu à partir du 19 mars 2025 jusqu'au 19 mars 2025, puisque ça a repris, les hostilités ont repris à ce moment-là. Et en mai 2025, le ministère a rapporté 54 000 personnes, plus de 54 000 personnes décédées, plus de 120 000 blessés. Vous savez que MSF à Gaza soutient l'hôpital et la santé publique. Dans cette étude, on voulait estimer le taux brut de mortalité et les principales causes de décès pour le personnel MSF et les familles dans la bande de Gaza et des territoires occupés depuis le début du conflit. Ça, c'était les objectifs premiers. Secondairement, on voulait aussi avoir des indications sur le type de blessure, sur l'accès aux soins. On a fait une étude de mortalité rétrospective transversale auprès de tous les personnels qui avaient un contrat MSF pendant la période du conflit. Et pour la famille, on a pris en compte tous ceux qui vivaient dans le foyer une semaine avant le début du conflit, ainsi que les naissances, avec une période de rappel que vous pouvez voir à l'écran. Nous avons inclus 436 membres du personnel sur 443 avec un taux de réponse de 98%. Les membres de famille était supérieur à 2500 avec une taille de moyenne de foyer de 6 personnes. On a demandé combien de fois ils avaient bougé et on a un chiffre médian de 5 au cours de cette période de conflit. Pendant notre étude, nous avons vu aussi que 41% nous disaient vivre sous tente, 23% dans un logement loué, 59% ont fait état de la destruction complète de leur habitation et 39% de ces personnels MSF ont rapporté une destruction partielle. À droite, vous voyez la pyramide des âges. On a les femmes en rouge, les hommes en bleu.
Et vous voyez le recensement de la population de Gaza en 2017. On voit que c'est à peu près similaire, mais les personnels MSF sont un petit peu plus âgés. Le taux de mortalité pour les foyers MSF était de 0,41 et avec 0,33 morts violentes par rapport au nombre de morts non violentes de 0,09. La mortalité des moins de 5 ans, 0,7, là aussi, avec une composante de morts violentes plus élevée. Le nombre total de pathologies est de 54. De cause de mortalité, c'était majoritairement la violence, ici 74%, par opposition à la malnutrition ou aux pathologies chroniques. Mortalité par âge et genre, on le voit ici. Pour les morts non violentes et à droite pour les morts violentes. Les enfants de moins de 10 ans sont très frappés. 30% des morts violentes pour les familles MSF, alors que pour les 20 à 50, par rapport aux 20 à 50 ans, c'est plus élevé. En fonction du moment du conflit, 3 périodes équivalentes ont été mises en place pour notre étude et on voit que la première période est la plus importante pour les morts violentes, mais que ça augmente au cours du temps. Pour réconcilier ces données de mortalité avec les données du ministère de la Santé, nous avons pris en compte les listes publiées par le ministère sur les 40 morts violentes. On a eu 33 identifications officielles et on a une réconciliation dans 88% des cas. Pour les blessés, on a 7% qui ont rapporté une blessure pendant la période de rappel. 91% des blessures étaient dues à des explosions, plus fréquemment des brûlures et des plaies, 58%, 73% ont eu accès à un hôpital. Alors, lorsqu'ils ne l'ont pas fait immédiatement, c'était en raison de l'insécurité, de la distance. Alors, les pathologies au cours du dernier mois, avant l'entretien, 44% des foyers MSF ont rapporté de problèmes aigus, 27% problèmes respiratoires aigus, 95% avec un accès aux soins pour certains, les pathologies chroniques chez ces personnels, 15%, 70% font état d'une pathologie chronique, 30% des pathologies chroniques multiples. Le plus gros problème, ce sont les pathologies cardiovasculaires, 46%, suivi par le diabète, 18%, 68% avec pathologie chronique rapportent une interruption du traitement. Le nombre médian d'interruption est de 2 et la période la plus longue d'interruption de traitement est de 60 jours. Les grossesses chez les femmes de 15 à 49 ans qui ont été incluses dans l'étude, 13% ont rapporté au moins une grossesse depuis le début du conflit. 100% ont accouché dans une structure de santé. Il y a eu 9% ou 6 fausses couches spontanées avec un taux de mortalité néonatale de 42,3 par 1000 morts, 1000 naissances vivantes.
Conclusion, je disais 74% des décès sont dus à des violences. 40% de ces décès dus à la violence concernent des enfants de moins de 10 ans. On a une augmentation de la tendance aux morts non violentes au cours du temps. Quand on a comparé nos résultats avec ceux du ministère, on a constaté un taux de mortalité qui était 5 fois plus élevé par rapport à la période avant le conflit, avec une mortalité de moins de 5 ans, 10 fois plus élevée par rapport à avant le conflit, et un taux de mortalité néonatale également lui aussi en hausse. On note la concordance entre les listes MSF et ministère pour les morts violentes. 20% des foyers MSF rapportent qu'un de leurs membres a été blessé par explosion ou par balle. On a un bon accès aux soins pour les foyers MSF. 2 tiers des pathologies chroniques ont été non couvertes par le traitement une fois ou plus, au moins une fois. Bon, évidemment, ce n'est pas représentatif de la population générale, ni d'ailleurs l'escalade en cours. Je voudrais remercier nos participants, les personnels MSF de Gaza, ceux qui ont fait la collecte des données en ces circonstances très difficiles, les co-investigateurs et notre équipe à Gaza, Jérusalem et Paris, ainsi que nos collègues d'Épicentre. Et en tant que membres de la société civile, évidemment, nous lançons un appel urgent au cessez-le-feu. Thanks a lot, Juma. Merci, Juma. Okay, so now it's time for a question and answers. On va prendre maintenant les questions on va peut-être donner la priorité aux personnes qui sont dans la salle. On va prendre peut-être 3 premières questions et puis ensuite on regardera en ligne combien de questions on a. On essaiera d'équilibrer, sachant que on a une dizaine, quinzaine de minutes. Donc allons-y. Bonjour, Antelm Seka, Metzel Dakar. Juste une préoccupation par rapport aux violences au niveau de Sékouno. Dans la présentation, on se rend compte qu'au niveau des réfugiés, les violences sexuelles, on a pratiquement 0. Est-ce que ça traduit une difficulté en termes de relation qu'il y a pu avoir entre les pères chercheurs pour pouvoir faire ressortir cela, ou c'est du fait du stigma que les patientes où les femmes ont pu vivre cela, qui fait que on n'a pas de nombre qui est estimé. Comment est-ce qu'on analyse un peu cela? Merci. Ouais, peut-être, ouais, on va enchaîner, comme la question est un peu longue, on va peut-être essayer d'y répondre directement. Ouais, si ça vous va. Ok, je vais commencer et puis je vais passer la parole à Pascal pour la suite. En fait, si on a eu dans la phase, dans la composante quantitative, 0 cas de violence sexuelle chez les réfugiés, donc c'est une des raisons qui nous a poussé à concevoir cette approche mixte d'une manière séquentielle, donc en commençant par une étude quantitative qui cherche à analyser à grande échelle un peu les différents défis des réfugiés, mais en complétant avec une composante qualitative pour explorer d'une manière approfondie les expériences sexuelles. Parce que cette approche qualitative qui a complété est tellement importante parce que souvent ces expériences sont sous-représentées dans la phase quantitative du fait que le vécu des violences a un impact assez complexe. Un impact complexe qui peut se traduire aussi par des traumatismes collectifs et aussi avec la nature sensible de ce sujet qui exige un peu une délicatesse, une approche éthique rigoureuse avec une bonne prudence et une façon d'aborder ces différentes questions. Alors, il y a un peu
plusieurs contextes localement qui peuvent justifier qu'on n'a pas pu retrouver des éléments sur la violence sexuelle chez les réfugiés. Déjà, il y a le fait que c'est un peu un sujet tabou. Et puis, sur place à Basse-Kounou, cette question est assez... disons que la violence sexuelle est pratiquement pénalisée. Donc, si la victime avoue qu'elle a eu une violence sexuelle, qu'elle a subi une violence sexuelle, elle peut être poursuivie. Alors, c'est un peu délicat. Assez délicat, c'est ainsi que, en plus de la phase quantitative, déjà pendant la phase quantitative, on devait préparer même les enquêteurs pour avoir du tact pour collecter ces données. Même les quelques cas qu'on a collectés au sein de la communauté haute étaient vraiment après beaucoup d'ajustements, avec beaucoup de tact. Mais maintenant, dans la phase qualitative, comme c'était avec des chercheurs pairs, issus de leur communauté, leurs personnes de confiance, ils ont pu exprimer facilement les éléments liés à la violence sexuelle. Et aussi, certains, peut-être qu'ils l'ont subi, mais ils en parlaient comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'a subi. Et c'est de cette manière qu'on a pu collecter ces données. Peut-être je vais me faire compléter par Pascal pour donner un peu plus d'éléments sur cette question. Je pense que tu as tout dit, mais oui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis dans la partie quanti pour pouvoir collecter ce type d'informations, mais comme Gaston l'a dit, c'est quand même quelque chose de très sensible. Donc même si on a essayé d'avoir des enquêteurs femmes pour collecter ce type d'études, on a travaillé avec aussi la responsable de la santé reproductive MSF pour voir comment on pouvait aborder ces questions. On n'a rien eu dans la partie quanti, et c'est vraiment dans la partie quali où on avait ces chercheurs pairs qui nous ont rapporté des récits à la troisième personne où les participants étaient connus d'eux mais étaient complètement anonymes pour nous, qu'on a pu avoir des récits de ce type de violence parmi les réfugiés. On nous a aussi dit pendant les consultations qu'il y avait que certains sujets ne seraient pas partagés avec des personnes complètement étrangères. Donc, dans certains cas, une femme qui a subi des violences sexuelles en parlera peut-être à son père ou aux hommes de sa famille ou aux femmes de sa communauté. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est d'une autre communauté, elle n'en parlera pas. Donc, c'est pour ça qu'on a opté sur cette approche. Thank you. Maxime Anguès, University of Lincoln. Thank you for the excellent presentation. Merci pour cette excellente présentation. J'ai une question qui s'adresse au dernier présentateur. Je comprends que vos résultats ne sont pas représentatifs de la population générale, mais d'après ce que vous comprenez, et si vous avez accès à d'autres données, est-ce que vous pensez que parmi la population générale, il y a plus de victimes d'explosions que parmi les personnels de MSF, ou est-ce que c'est le contraire, parce que le personnel de MSF serait plus exposé à ce type de blessures par explosion ou autre? Yeah, thank you for your question. Merci pour cette question. 1,6% des décès violents parmi les équipes MSF, sur 36% de morts violentes, ça montre ce que ça représente parmi la population générale. Je dirais que la population générale souffre davantage que les équipes MSF. Et comme nous appliquons le devoir de soins et la solidarité, nous avons davantage accès aux soins. On est davantage avertis, on est davantage protégé. Donc, je dirais que la population générale est certainement plus affectée que les personnels de MSF et leurs familles. Ma question s'adresse à Juma. Merci pour votre présentation. Un petit commentaire. Les données que vous avez présentées aujourd'hui sont très importantes. C'est un témoignage des horreurs commises dans les territoires occupés de Palestine. Et puis, ça nous rappelle que nos personnels, nos collègues ne sont pas uniquement des chiffres. Donc, merci pour cette présentation combien nécessaire et pertinente. Comment est-ce que MSF utilise ces informations d'ailleurs?
Est-ce qu'MSF s'en sert pour pousser les acteurs internationaux à exiger un cessez-le-feu et à apporter de l'aide humanitaire à Gaza? Oui, nous espérons que ces résultats, les résultats de cette étude peuvent servir à MSF pour le plaidoyer auprès de la communauté internationale dans le cadre de ce conflit et que ce chiffre élevé de décès peut nous aider à adapter nos activités aussi et peut nous aider à mieux soutenir nos équipes sur place. Directeur des opérations. Oui, il y a une enquête similaire en cours actuellement et on essaie de voir à quel moment on veut la publier, la rendre publique, mais pour moi c'est un autre aspect de ce qu'on veut donner à connaître du domaine public, dans le domaine public depuis le début de la guerre. Donc, on aura des informations supplémentaires et des chiffres importants avec cette seconde partie de l'étude et on verra comment s'en servir au mieux. Hello. Bonjour, ma question traite de la Mauritanie. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais vous demander quels étaient les principaux défis ou obstacles par rapport à la méthodologie que vous avez utilisée et si ça a permis une sensibilisation et un accès aux soins meilleur pour les survivants de ces violences. Désolée, je ne vous vois pas. Ah, vous êtes là. Pour ce qui est des défis, des obstacles, d'abord, le temps. Parce qu'on était pressé d'obtenir des résultats pour ce projet, donc c'était très intensif. Et même les superviseurs ont vraiment travaillé dur tous les jours. On a reçu un bon soutien des populations, mais même l'identification des chercheurs pairs était difficile, délicat sur le plan politique. Donc, c'était les problèmes qu'on rencontre avec les populations locales, de se frayer un chemin entre les sensibilités locales, politiques ou culturelles. Et puis, la formation s'est bien déroulée, on l'a adaptée. Au départ, on voulait des gens qui sachent écrire et lire et écrire, mais on a compris qu'on allait exclure des personnes. Donc, on a adapté la formation pour que des gens qui ne savaient pas lire ni écrire puissent y participer. Et puis, pour l'amélioration de l'accès aux soins, en fait, oui, le projet comportait un volet de santé mentale et de santé reproductive. Donc, on a beaucoup parlé avec les chercheurs pairs qui eux-mêmes ont discuté avec les participants des services disponibles. Donc, on n'a pas les chiffres, mais je crois que oui, ça a permis un meilleur accès aux soins parmi cette population. Thank you very much. Merci beaucoup. Je m'exprime au nom de beaucoup d'entre nous. C'est très difficile de présenter ce travail, toutes ces expériences personnelles, ces trajectoires personnelles. C'est difficile, délicat. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour les équipes de chercheurs qui sont allés recueillir toutes ces données qui portaient sur la violence, la souffrance, les sévices? C'est tellement difficile de passer par là et de faire ce travail. Donc, est-ce que vous les avez aidés d'une façon ou d'une autre, ces chercheurs soutenus? Maybe we can also include Jamat. On peut aussi inclure Jamat dans ses réponses. Jamat. Oui, de notre côté, pour l'équipe qui a fait cette recherche depuis le début du recueil de données, on s'est
assurer que notre équipe faisait des debriefings réguliers avec des conseillers. Ils avaient parfois des sessions quotidiennes ou hebdomadaires, des debriefings essentiels. Notre équipe à Amman et les équipes de Gaza, justement, nous ont beaucoup aidés à soutenir ceux qui recueillaient ces données. Une question après cette réponse et après on devra interrompre la session. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je vais apporter un élément de réponse et si Pascal aura me compléter, elle pourra me compléter. Sinon, vraiment, comme vous l'avez dit, c'est un grand défi. Mener une enquête sur la violence avec des enquêteurs, des chercheurs qui sont des probables victimes des violences aussi. Donc, c'est un aspect qu'on a dû prendre en compte dès le début. Donc, on a d'abord fait, déjà dès la phase quantitative, une première étape de travail avec les superviseurs. On a travaillé avec eux parce que parmi eux, il y a aussi certains. Donc, on a pris 2 réfugiés et 2 de la communauté haute. On a fait cet équilibre, et même parmi les enquêteurs. Alors là, déjà, dès la première phase des préparations avec le superviseur, on s'est rendu compte que parmi les enquêteurs, et même superviseurs, il y a ceux qui ont été soit victimes, mais soit pas personnellement victimes, mais ils ont observé des cas de violence. Et rien que ces souvenirs de violence, ça a un impact déjà sur eux-mêmes avant d'aller sur terrain. C'est ainsi que quand nous l'avons constaté déjà avec les superviseurs, nous nous sommes efforcés d'impliquer la responsable psy du projet MSF déjà dans la formation, pour la phase quantitative. Alors, elle a eu un bon temps pour non seulement expliquer comment collecter ces données, mais déjà comment travailler cet aspect de gestion du traumatisme avec notre équipe. Cela a fait que même il y a eu certains de nos enquêteurs qui ont dû avoir des séances programmées avec la responsable psy pour être détraumatisés d'abord et bien se mettre dans les bains avant d'aller sur terrain. Donc c'était une phase très importante et qui nous a aidés parce que même quand ils allaient collecter les données, quand on allait voir avec eux comment s'y prendre, on voyait qu'ils appliquaient aussi des bonnes méthodes pour causer avec les réfugiés et même ceux de la communauté haute qui étaient sur terrain. Et c'est là qu'ils pouvaient facilement voir comment orienter des cas. Ils savaient reconnaître des cas qui ont besoin d'un appui, d'un soutien. On les orientait vers la responsable psy. Et ils savaient comment utiliser assez de tact face aux différents cas qu'ils vont rencontrer. Parce que donc ça les a aidés à amortir déjà les coûts à leur niveau. Mais maintenant, même dans la phase qualitative, on a continué aussi avec ces suivis, même parmi les chercheurs. Parce que déjà, pendant qu'on préparait la phase qualitative, on avait des réunions où on essayait de discuter comment aborder cette question dans la communauté. Il y a même un qui a pratiquement pleuré, si je peux le dire, rien qu'en se souvenant, mais il y avait toujours un appui de la responsable psy. Et là, au fait, c'est un élément très important à prendre en compte, parce que souvent, on peut envoyer des gens collecter des données sur la violence, en oubliant que ce ne sont pas juste des machines qui collectent des données, ce sont des humains. Et il y a cet aspect humain qu'il faut prendre en compte déjà chez les chercheurs, en plus des bénéficiaires vers qui nous allons. Je ne sais pas s'il y a un complément, donc là, je donne la parole à Pascal. Non, tu as encore tout dit, mais juste pour dire que oui, on a vraiment reçu beaucoup de soutien par la responsable des activités en santé mentale. J'avoue toute l'équipe de recherche a été très affectée déjà parce qu'il y a beaucoup de choses que eux-mêmes dont eux-mêmes ont fait l'expérience ou des proches. Donc voilà, on a reçu ce soutien et je veux dire, je me mets même aussi dans le groupe. Il y a eu des séances qui quand même, où collectivement, j'ai l'impression que ça a aussi aidé certaines personnes. Donc on a reçu un soutien, mais on a des chercheurs pairs qui nous ont quand même dit le fait d'en parler avec les participants ou même avec le groupe de chercheurs pairs leur a fait du bien. Donc il y a eu quand même aussi quelque chose de collectif et je pense que il y a quelque chose comme ça où c'est vraiment un traumatisme qui est ressenti par des communautés et que le fait de travailler dessus collectivement aide aussi. Je ne sais pas si ça fait sens, mais voilà. Ouais, bonjour.
J'avais une question. Déjà, grand merci à toutes les équipes pour votre travail. C'est super intéressant de voir ces enquêtes qui sont extrêmement bien menées, mais aussi comment ces enquêtes permettent de mieux quantifier et aiguiller les opérations humanitaires. Alors, ça a déjà en partie été répondu pour Gaza. Moi, ma question, c'est pour toi, Tristan. À la suite de cette enquête à Bassikounou en Mauritanie, comment MSF répond maintenant aux besoins des populations maliennes réfugiées en Mauritanie? Qu'est-ce qui a été mis en place à la suite de cette enquête? Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux volets. Il y a effectivement, on va dire, l'orientation des opérations, puis il y a aussi le volet, on va dire, plaidoyer, témoignage, et la question qui se pose voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces témoignages et de cet accès aux violences et au parcours de vie de nos patients. Très rapidement sur la partie opérationnelle, je pense que l'enquête épicentre a déjà permis, je dirais, de repositionner un petit peu nos points d'entrée sur la frontière, donc d'avoir une meilleure connaissance des flux. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est, je pense, la manière d'organiser une approche holistique, c'est-à-dire considérer la santé mentale, l'accès aux soins d'une manière générale, mais aussi l'environnement, puisqu'on a parlé de l'accès à l'eau, par exemple, ou encore à la nourriture. Donc, réfléchir de cette manière-là, ça c'est le second point. Le troisième point, je pense que la manière dont les enquêteurs pairs, en particulier sur l'enquête qualitative, ont approché les communautés, collecté les témoignages, ça nous a aussi, je dirais, un peu ouvert les yeux sur notre propre manière d'organiser les soins, puisque dans la phase de démarrage, on avait des cliniques mobiles qui se déplaçaient de manière assez fréquente sur différents endroits. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas nécessairement, je dirais, une proximité suffisante pour organiser un dispositif de soins comme on le souhaitait. Et la manière dont les enquêteurs pairs ont travaillé nous a aussi permis de nous inspirer en fait de ça, et de peut-être faire moins de sites, d'être plus ancrés dans les communautés. Ça, c'est un troisième aspect. Sur la partie témoignage, aujourd'hui, on réfléchit un petit peu sur la manière de communiquer. La difficulté, c'est réussir à partager ces témoignages sans nécessairement exposer nos équipes, sans créer, je dirais, d'incidents diplomatiques, puisqu'on est présent au Mali, on est présent en Mauritanie, et il peut y avoir aussi des différences de perception par rapport à ces témoignages-là. Donc on est en contact avec, je dirais, avec un écosystème de journalistes et aussi d'ONG de témoignages droits de l'homme. On n'a pas encore, je dirais, finalisé la stratégie à ce sujet-là, mais on avance. Voilà, très rapidement. Merci. Je voudrais qu'on ait un tonnerre d'applaudissements pour les gens qui ont réalisé ces enquêtes et qui les ont présentées.